conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. L'ancien président de la République du Niger, Tanja Mamadou, a tiré sa révérence le 24 novembre 2020. Cela fait donc 4 ans que ce grand homme politique et patriote nous a quittés. Il a conduit plusieurs projets de développement au Niger. La radio-télévision du Niger lui rend un hommage à Bari Amiti. Homme d'État, populaire, bâtisseur, affable, courtois, disponible et visionnaire, Tanja Mamadou, ancien président de la République du Niger, est né dans le département de Ménisoroa, dans la région de Difa. Officier supérieur des forces armées nigériennes, ministre de l'Intérieur pendant la présidence du général Ali Chebou jusqu'à la conférence nationale nigérienne de 1991, à l'issue de laquelle un gouvernement de transition a été mis en place. Tanja Mamadou est plusieurs fois candidat aux élections présidentielles en 1996, 1999 et en 2004. Président du Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara, Tanja Mamadou est élu avec 60% des voix et prend ses fonctions de président de la République le 22 décembre 1999 pour un premier mandat 1999-2004. Lors de l'élection présidentielle de novembre 2004, Tanja se représente. Il est réélu avec 65,5% des voix, obtenant ainsi un second mandat. Tanja Mamadou a été plusieurs fois président en exercice des institutions régionales et internationales. Crise institutionnelle de 2009. En juin, le président Tanja souhaite une modification de la Constitution vers un régime complètement présidentiel avec une extension exceptionnelle de son mandat de 3 ans pour achever les chantiers entrepris, notamment la négociation de contrats d'uranium et du pétrole. Tanja Mamadou mène des négociations souverainistes avec Areva, une société française, sur sa gestion opaque de l'uranium au Niger et fait jaillir le pétrole du Niger à Difa, suivi de l'installation d'une raffinerie à Zender. Un coup d'état militaire renverse le président Tanja le jeudi 18 février 2010, consacrant l'avènement au pouvoir du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, CSRD. Après avoir été placé en résidence surveillée, puis jeté en prison. Un mois après les élections présidentielles du 31 janvier et du 12 mars 2011, toutes les charges retenues contre Tanja Mamadou sont abandonnées et il est libéré le 10 mai 2011. Tanja Mamadou décède le 24 novembre 2020 à Niamey à l'âge de 82 ans. La présidence décide d'un deuil national de 3 jours à l'annonce de son décès. Tanja Mamadou reste toujours dans la mémoire des Nigériens comme l'un des meilleurs présidents que ce pays ait connu, défendant toujours la souveraineté de son pays et la dignité de son peuple. 4 ans donc, jour pour jour, que pendant sa gestion, l'ancien président Tanja a basé sa politique sur le développement rural, l'agriculture, l'hydraulique, l'élevage, la sécurité alimentaire était également l'objectif visé et les moyens étaient mis pour un développement des zones rurales. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes très heureux d'abord de cet entretien. Nous suivons depuis déjà quelques années tout un travail sur la souveraineté alimentaire. On a constaté par exemple qu'au Cameroun, des organisations paysannes demandent à ce que l'État soutienne fermement l'agriculture, beaucoup plus qu'elle ne le fait pour l'instant. Ici, vous avez une priorité, c'est le monde paysan, l'agriculture. C'est un peu rare en Afrique de le dire comme cela. Donc, est-ce que vous pouvez encore nous rappeler cette priorité que vous avez ici au Niger? Très bien. Merci bien pour nous, les pays du Sahel particulièrement. Toute l'Afrique en général, parce que vous venez de parler du Cameroun, qui est dans des conditions climatiques meilleures aux nôtres. Nous, par exemple, ici dans le Sahel, les pays du Sahel, c'est une mission particulière qui est, n'est-ce pas, autour de tout celui qui peut être responsable en Afrique. La première des missions pour un responsable africain du Sahel, c'est faire de sorte à ce que sa population puisse manger matin, midi et soir. Et pouvoir également produire sur
dans le pays même, les quantités nécessaires pour sa population. L'importation des produits alimentaires commence à être très très élevée, donc il ne nous reste plus qu'à produire et produire davantage en mettant le maximum de nos moyens. Les 10% de notre budget, c'est bien cela, 10% de notre budget doit aller à la production alimentaire. Mais au Niger, avec 10%, ça ne pourra pas suffire nos besoins alimentaires. Donc alors, nous allons passer de 10%, aujourd'hui nous sommes déjà à hauteur de 10%, nous voulons passer à un chiffre supérieur pour permettre, n'est-ce pas, la production et pouvoir autosuffire nos populations. D'où l'intérêt que vous avez manifesté, notamment pour la production du niébé. Vous avez soutenu financièrement la production de niébé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le mécanisme de soutien que vous avez mis en place? Oui, parce que voilà, nous produisons du niébé il y a longtemps. Depuis des années, on produit le niébé. On a tout le temps parlé de la lutte contre la pauvreté en Afrique, lutte contre la pauvreté. Mais alors, quelquefois, moi, personnellement, je me suis dit, avec ceux qui voulaient bien m'entendre, mais lutter contre la pauvreté sans pouvoir donner les moyens nécessaires à la population pour que dans les foyers, les familles, on puisse lutter contre la pauvreté, je ne vois pas la voie par laquelle on peut, n'est-ce pas, atteindre cet objectif. Si on doit lutter contre la pauvreté, valorisons les produits de nos paysans en les achetant forts, leur permettant de gagner suffisamment l'argent nécessaire pour pouvoir lutter contre la pauvreté. Aller à l'école et faire de sorte à ce que sa famille soit en bonne santé, et puis se donner le minimum qu'on peut, n'est-ce pas, se donner en tant que père de famille, en tant que personne humaine. Donc, ma conviction réside là. Il faut que l'État aille en direction de la population, aider à commercialiser les produits du paysan, lui donner l'argent frais et exporter ces produits exportables au plus loin pour pouvoir, n'est-ce pas, le vendre plus cher. Et l'année d'après, améliorer le prix du kilo par rapport à l'année 2008, par exemple au Niger. Notre intention est d'exporter le haricot commercialisé cette année, acheté à un prix acceptable, l'exporter, le vendre, et pour la commercialisation 2009, ce qui a été obtenu par la société de commercialisation du haricot, on partage de manière à ce qu'on augmente en 2009 le prix du kilo au haricot. Mais c'est pas tout. Il faut également produire autre chose qui n'est pas seulement que le haricot. Il faut produire le sésame. Il faut produire l'arachide. Voilà un peu des produits exportables au loin et qui peuvent faire le bonheur de nos populations. On a bien compris votre souhait de consolider le marché local, national. Il faut absolument le faire. On a depuis quelques années entendu beaucoup de responsables, représentants d'organisations paysannes du Nord, du Sud, qui craignent énormément la signature des accords de partenariat économique. On a entendu depuis déjà ces derniers temps énormément de cris d'alarme. J'aimerais connaître la position du Niger par rapport à cette signature qui maintenant normalement doit se faire de région en région, mais on sait que l'Union européenne essaye aussi pays par pays pour essayer de diviser ces régniers. Quelle est l'attitude du Niger par rapport à ça? Nous, pour ça, nous ne sommes pas d'accord. On l'a dit et répété, nous ne sommes pas prêts à signer, n'est-ce pas, cet accord. Non, il faut nous laisser libres d'aller, n'est-ce pas, nous servir où on veut. Nous sommes indépendants, nous sommes souverains. Laissez-nous respirer, s'il vous plaît, et puis pouvoir au moins aller acheter ce qu'on veut où on veut. L'offre et la demande. La loi du marché commande. Il ne faut pas qu'on nous ramène encore à des situations des années 50, s'il vous plaît. C'est dépassé ça.
Maintenant, celui qui veut signer, il n'a qu'à le signer, il est libre. Chacun est libre, n'est-ce pas? Mais au Niger, nous voulons cette liberté d'aller, n'est-ce pas, faire des coopérations avec d'autres pays, de manière à ce que les choses puissent avancer normalement. Nous voulons nous servir où on veut, s'il vous plaît. Vous serez donc prêt à lutter contre tout lobbying? Je ne lutte pas contre, mais enfin moi je ne le ferai pas. Voilà. Parce que celui qui veut aller est libre d'aller. Et si un jour l'Union européenne dit, contrairement à ce qui a été annoncé tout à l'heure ce matin, les 150 milliards, on ne peut pas les mettre parce que vous n'avez pas signé les accords de partenariat. Ça va. Vous m'avez entendu dire tout à l'heure, 50 ans d'aide, ça va. On nous a aidés pendant 50 ans, nous les remercions. Ils n'ont qu'à continuer à nous aider s'ils le veulent bien, mais si c'est pour ça qu'on doit rompre, on va rompre. C'est-à-dire que nous tenons à notre souveraineté, à notre indépendance. Voilà. Ça n'a pas de prix, ça. Le soutien aux organisations paysannes, c'est aussi une priorité, mais une organisation paysanne, une plateforme, c'est aussi parfois un contre-pouvoir. Ça ne fait pas peur, ça? Ouf! On n'a peur de rien dans la mesure où on est venu servir le peuple. On est élu. On est à sa disposition. La preuve, vous l'avez vu au Niger, comment on vit avec nos populations. On vivait bien hier matin, non? Ensemble. On respirait bien. Vous l'avez vu, vous l'avez senti. Donc voilà. Si vous avez peur de vos populations, mais enfin, vous partez quoi, c'est pas la peine d'attendre. Il n'y a rien à faire. La politique, c'est bien ça aussi. Le fait de pouvoir écouter comme ça les paysans, le jour de cette journée spéciale du paysan, c'est important à vos yeux de pouvoir écouter comme ça le paysan? Oui, oui. C'est une journée tout à fait particulière, de 365 jours. Le paysan autour, n'est-ce pas, du président de la République, et qui dit ses préoccupations. Le président de la République écoute attentivement les préoccupations de la population, prend bonne note, met en œuvre ce qu'il peut mettre en œuvre pendant les 12 mois à venir. Mais il n'y a rien de tel. Tant que vous n'avez pas le contact avec la base paysanne elle-même, vous n'avez rien en main. C'est un semblant de choses que vous avez, mais le vrai, c'est là-bas. Voilà. L'ancien président Mamadou Tandja est décédé à l'âge de 82 ans. Les Nigériens se souviennent encore de son œuvre. Pour beaucoup, c'était un modèle de démocratie sincère, à l'écoute de son peuple et très proche des masses populaires et rurales. Ce jour, 24 novembre 2024, cela fait exactement 4 ans, jour pour jour, que l'ancien président de la République, son Excellence Tandja Mamadou, nous a quittés physiquement à tout jamais. Cependant, sachons tous que cette absence n'est que physique, comme je l'ai souligné plus haut, car l'homme reste là à travers ses œuvres, encore présentes dans la mémoire collective, tant nationale qu'internationale. C'est l'une des principales raisons qui motive chaque année le MPCR à célébrer cette date fatidique du 24 novembre 2020 qui restera à jamais gravée dans la mémoire collective des Nigériennes et des Nigériens, des villes et des campagnes, ainsi que celle des acteurs de la communauté internationale. Le MPCR rend un hommage mérité à l'ancien président Mamadou Tandja et prie Dieu, le Tout-Puissant, de lui faire miséricorde infinie et lui accorder son paradis éternel. Je me rappelle du président Tandja parce qu'il est un visionnaire. Tous les Nigériens le connaissaient en ce temps pour sa rigueur dans le travail et dans le respect des règles et des lois. D'abord, le président Mamadou Tandja est un homme de paix. Il a œuvré inlassablement à ce que le Niger vive en paix à tous les niveaux de fonction où il a servi. Je dirais que Tandja est le père du pétrole au Niger.
les gens, ils s'est battus. Les gens ne croyaient pas. Si vous êtes témoin, l'opposition ne croyait pas. Il est parti partout dans le monde et le pétrole est sorti au Niger. Et aujourd'hui, ce pétrole-là, c'est la fierté de toutes les filles et de tous les fils de ce pays-là. Donc Tandja, vraiment, est un patriote. Non, Tandja, c'est un homme donc, qui unit les cœurs et les esprits. Ce n'est pas un homme qui divise. Il sait que tout Nigérien est une valeur qui peut apporter, n'est-ce pas, sa contribution pour le développement du pays. D'ailleurs, comme son aîné, le président Seyni Kounché, c'est pareil. Ils ont révolutionné le Niger en leur manière. Le mot, c'est le regret, c'est l'émotion d'avoir perdu un homme valeureux. Vraiment, il a servi son pays. Il a bien servi son pays. Le souvenir qu'il m'a laissé, c'est d'abord, comme je vous dis, un grand frère. On a travaillé ensemble, et on discutait, on réfléchissait entre nous sur la marche de l'État. Parce qu'en ce moment, lui, il était en contact avec le président Kounché. Tandja, c'est fraternellement qu'on se rencontre toujours. Voilà, Tandja Mamadou, ancien président de la République du Niger. L'ancien directeur général de la radio-télévision du Niger et de la télédiffusion du Niger, Loïc Crespin Moussa, rappelé à Dieu le vendredi 22 novembre 2024 au Maroc, a été inhumé ce dimanche au cimetière musulman de Yantala. Parents, amis et connaissances ont pris massivement part aux obsèques. Télé Sahel lui rend un dernier hommage dans ce reportage de Moussa Hamani et Hassan Moussa. C'est dans la consternation et la tristesse que parents, collègues de services, amis et connaissances ont massivement pris part ce dimanche 24 novembre 2024 à la morgue du cimetière musulman du quartier Yantala de Niamey à la levée du corps de l'ancien directeur général de la radio-télévision du Niger RTN et de la télédiffusion du Niger TDN, Loïc Crespin Moussa, rappelé à Dieu le vendredi 22 novembre 2024 au Maroc, des suites d'une maladie. Juste après, la dépouille mortelle a été transportée au cimetière de Yantala, où elle a été inhumée dans une atmosphère d'intenses émotions. Un enterrement à l'issue de laquelle des prières ont été dites sur sa tombe et à son domicile pour qu'il repose en paix. Né le 20 août 1965 à Ingurti, dans la région de Difa, Feu Loïc Crespin Moussa fit ses études primaires à Ingurti et secondaires à Ménisroua et à Difa, où il obtint son baccalauréat en 1986 avant d'entreprendre des études supérieures en télécommunications et en administration. Après avoir intégré l'ORTN, Feu Loïc Crespin Moussa a servi à l'intérieur du pays en qualité de surveillant d'émetteur. De son vivant, il a occupé plusieurs postes aussi bien sur le plan national qu'international. Il fut successivement secrétaire général, conseiller du directeur général, puis directeur général de l'ORTN et secrétaire général du Conseil international des radios et télévisions d'expression française, CIRTEF. Feu Loïc Crespin Moussa fut également directeur technique au Conseil supérieur de la communication avant d'occuper le poste de premier directeur général de la télédiffusion du Niger TDN, son dernier poste. Ses proches se rappellent de ce cadre supérieur de la RTN, discret, courtois et travailleur. Je l'ai connu quand il était simple technicien, chef de service, conseiller, directeur général, puis il a évolué à l'extérieur. C'est un cadre très discret, très simple. Je garde de M. Loïc Crespin l'image d'un cadre dévoué, un cadre compétent et polyvalent. Cette multipotentialité lui a permis du reste d'occuper les plus hautes fonctions de l'ORTN, aujourd'hui la RTN. C'était quelqu'un de très attentionné, quelqu'un de très loyal en matière d'amitié.
mais aussi et surtout quelqu'un qui est très à cheval sur le respect strict de la hiérarchie et des textes. Sur ce dernier point, je vous rappelle que si aujourd'hui TDN est en fonction, c'est en partie grâce à lui. Je voudrais donc, au nom du personnel de TDN, présenter nos condoléances à sa famille biologique d'abord, à ses épouses, à ses enfants, à tous ses parents, mais aussi à tous ses amis. Nous étions de la même promotion, nous étions à la direction technique et quand j'ai quitté la direction technique pour le secrétariat général de l'ORTN à l'époque, c'était lui qui m'avait remplacé au service études et projets. Et quand j'ai quitté le secrétariat général de l'ORTN pour aller au CIRTEF, c'était lui qui m'avait encore remplacé au poste de secrétaire général. Et donc il a eu à occuper 2 fois le poste de secrétaire général de l'ORTN avant d'être directeur général, où il a été élu comme secrétaire général du CIRTEF, où il est devenu mon patron. Donc nous avons gardé de très bonnes relations. Entre lui et moi, il n'y avait pas de relation d'hiérarchie. C'était pratiquement amical et fraternel. Donc je garde de lui quelqu'un de très discret. Loïc était vraiment un ami pour moi. Je prie Dieu pour qu'il l'accueille dans son paradis. Je garde un souvenir intarissable de lui. Parce qu'à Moussa d'abord, nous avons fait le niveau supérieur ensemble. Ensuite, nous avons continué, on a fait le DSS ensemble. En tant qu'ancien SG du ministère de la Communication, j'ai eu la chance de coordonner, travailler avec lui dans le cadre de la TNT, la télévision numérique terrestre, qui est aujourd'hui à la base du bon fonctionnement, si tu veux, de l'image et du son. C'est un homme exceptionnel. D'abord, sur le plan religieux, Moussa, il est régulier, il prie. Ensuite, sur le plan professionnel, il est irréprochable. Et il a mené toutes les missions qu'on lui a confiées. Et donc, c'est pourquoi je prie Dieu pour que la terre lui soit très légère. Je garde le souvenir d'un homme assez humble, d'un professionnel hors pair. Vous savez, Loïc a été pendant longtemps donc, un technicien chevronné qui a tout donné à la RTN et qui a tout donné au ministère de la Communication aussi. Donc je garde de lui un homme pondéré, un homme sage et vraiment c'est une grande perte pour nous. Donc nous présentons nos condoléances à toute sa famille, aux collègues que nous sommes et à tous ses amis. C'est une personne qui est très bien, en tout cas avec ses agents, il respecte tout le monde. Vraiment, moi j'ai été très proche de lui dans toute sa carrière, on a collaboré ensemble. Tout ce que je peux dire, vraiment, on a perdu une personne qui a un sens de morale et de savoir vivre avec les gens. Vraiment, je souhaite que le bon Dieu lui pardonne ses péchés et puis qu'il le gratifie de son Jannat Firdaus. Je retiens de lui un homme très courtois, très professionnel. Nos relations étaient vraiment étroites depuis 2001. Et par la suite, il a eu à me confier de lourdes responsabilités au sein de notre office. Vraiment, c'est une grande perte pour l'ORTN et pour le Niger, parce qu'il a initié beaucoup de réformes à l'ORTN. C'est le premier directeur général à avoir doté l'ORTN d'un plan de formation, d'un plan stratégique. Vraiment, il a beaucoup fait. Et c'est vraiment une grande perte pour nous. À sa famille éplorée, à ses amis et connaissances. Vraiment, je présente toutes mes condoléances. Il nous a quittés à l'âge de 59 ans en laissant 2 veuves et 5 enfants. Adieu Loïc Crespin Moussa, que la terre te soit légère. Amin. Voilà, paix aux âmes des disparus.
À l'occasion de la commémoration du 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, une journée porte ouverte a été organisée par l'ambassade de Chine au Niger pour permettre au public de découvrir la culture chinoise. L'événement, qui a vu la participation de plusieurs personnalités en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a été parrainé par le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et du Sport, Amadou Toujani et Mahamadou Adamou. C'était un véritable voyage à travers la Chine qui a été offert au public ce dimanche matin à travers cette journée porte ouverte organisée par l'ambassade de la République populaire de Chine au Niger. Une rencontre de découverte de la culture chinoise parrainée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et du Sport en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ainsi que des chefs de mission diplomatiques et des représentants des organisations internationales accréditées au Niger. Organisée pour célébrer le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, cette journée a été l'occasion pour l'ambassadeur Jiang Feng de revenir sur les relations séculaires de bonne coopération entre son pays et le Niger. Cette année, nos relations ont connu un plein essor. Nos deux chefs d'État ont décidé d'établir un partenariat stratégique entre nos deux pays. Son Excellence Lamine Zen, le Premier ministre, a participé au sommet Chine-Afrique avec beaucoup de succès et avec de nouveaux fruits de coopération. Aujourd'hui, sous la direction du président du CNSP, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchiani, le Niger est en pleine marche vers la souveraineté, la sécurité et le développement. La Chine est disposée à travailler avec le Niger pour mettre en œuvre les acquis du sommet de Beijing afin de promouvoir la coopération Chine-Niger à un nouveau palier. Le colonel-major Abdourahmane Amadou, parrain de l'événement, a pour sa part salué les liens de fraternité et de partenariat gagnant-gagnant qui ont toujours caractérisé les relations entre les deux pays avant de remercier la Chine pour sa présence aux côtés du Niger, même dans les moments les plus difficiles. On connaît les vrais amis dans les moments de difficulté. Et cette Chine était à côté de nous au moment où un embargo total était sur notre pays, où nos frontières terrestres et aériennes sont fermées. On nous empêchait l'accès à des médicaments, à la nourriture. Nos fonds sont bloqués dans des banques. La Chine est restée au Niger à côté de nous. La Chine, soyez-en immensement remerciée. Pour ce qui est de la coopération, c'est avec la Chine qu'on a commencé à voir ce qu'ils appellent coopération gagnant-gagnant. Et on est dans cette optique. Cette journée porte ouverte aura donc été un voyage dans les temps et une expérience inédite pour l'ensemble des invités. Elle a été marquée par plusieurs prestations artistiques et culturelles et la visite des stands. Toute chose qui s'inscrit dans la culture chinoise qui prône l'idée de la grande harmonie sous les ciels et la beauté dans la diversité. Suite de cette édition, le ministre des Mines a entamé du La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.